Que vous soyez un média ou une marque, il y a un danger qui guette, on en parlait il y a un instant. Ce danger, c'est celui de la fake news. Comment retourner une fausse information? Quelles sont les solutions pour éviter le bashing? Je crois savoir que le mot-clé, c'est la réactivité. On va voir ça avec une spécialiste de la com de crise. Merci d'accueillir Caroline Marchetti. Soyez la bienvenue, associée de l'agence Marc. Bonjour à tous. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce consommateur citoyen? Vous verrez que j'ai une petite définition un peu différente de ce consommateur citoyen pour faire en sorte de rester dans son cœur, même lorsqu'on est en plein tourment. Pour commencer, et bien qu'on soit en fin de matinée et dans le noir, je vais commencer par vous raconter une petite histoire en espérant ne pas vous endormir. En 1996, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, Shell décide de mettre fin à l'activité d'une plateforme en mer britannique, en mer du Nord, dans les eaux territoriales britanniques. Cette plateforme, ce n'est pas une plateforme de prospection, c'est une réserve de pétrole. Pour ça, puisqu'ils sont dans les eaux territoriales britanniques, ils font appel à l'université d'Aberdeen qui fait une étude afin de déterminer quelle est la solution la plus économique, mais aussi la plus écologique faisable. L'université d'Aberdeen rend son verdict, il faut couler la plateforme en mer. Mais Greenpeace ne l'entend pas de cette oreille. Les Allemands, les Anglais de Greenpeace lancent une très forte campagne. Des activistes vont s'enchaîner à la plateforme en pleine mer du Nord. Ça fait des images somptueuses. Alors à l'époque, souvenez-vous, les réseaux sociaux n'existent pas, les téléphones portables sont encore balbutiants. Mais on a la télévision. Et là, on voit de superbes images d'hélicoptères, de bateaux et de gars de Greenpeace enchaînés sur une plateforme. La campagne est énorme. Il y a un boycott terrible en Allemagne, un peu moins en Angleterre. Je crois que Shell perd à peu près 50% de son chiffre d'affaires dans les 10 premiers jours de campagne. Des stations-service sont non seulement boycottées, mais saccagées. Shell renonce et adopte la solution proposée par Greenpeace, à savoir de ramener la plateforme. Une fois que la plateforme est ramenée, en Norvège, je crois, vous voyez, c'est une plateforme qui est quand même en fin de vie, complètement rouillée, qui menace de se briser à tout instant dans les lames de la mer du Nord. Ils ramènent la plateforme face à cette action d'activistes et font appel à une société indépendante du bureau Veritas, norvégienne en l'occurrence, pour qu'ils analysent cette plateforme et les conséquences de l'avoir amenée à terre. Et là, Veritas reconnaît qu'en réalité, c'était Shell qui avait raison et l'université d'Aberdeen. On aurait dû couler cette plateforme en mer, ça aurait été écologiquement beaucoup plus responsable et on a pris des risques inconsidérés en la ramenant à terre. Peter Melchett, patron de Greenpeace à l'époque, envoie une lettre d'excuse, vous avez bien entendu, une lettre d'excuse à Shell. Mais le mal est fait, le chiffre d'affaires est perdu, le boycott a complètement entamé l'image des pétroliers, de Shell bien entendu, mais des autres. Ils n'auront plus le bénéfice du doute dans l'avenir et parce que l'opinion publique crée de la volonté politique, une loi est passée qui s'appelle la loi OSFAR, je crois, et désormais, il ne sera plus jamais autorisé de couler en mer du Nord une plateforme, même si, encore une fois, 2 autorités indépendantes ont déterminé que c'était sans doute la solution la plus écologiquement valable. C'était en 1996. Qu'est-ce qui a changé depuis l'avènement des réseaux sociaux? Depuis, bien sûr, on a besoin de Greenpeace pour aller s'enchaîner sur une plateforme, mais on n'a plus besoin d'eux quand on est un consommateur, quand on est un citoyen, pour faire campagne. Vous connaissez tous change.org. Aujourd'hui, n'importe qui d'entre vous, avec une vraie cause à lancer, peut lancer une pétition et recevoir un écho du public. Qu'est-ce qui a changé aussi avec l'avènement des réseaux sociaux? C'est qu'on avait coutume de dire, mon métier, en réalité, la conscience environnementale des Français, elle est quand même assez moindre. C'est très genré, c'est très culturel. La crise, c'est culturel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ingère. Alors, les crises alimentaires, les crises santé.
les crises environnementales. Est-ce que vraiment en France, on est allé faire quelques kilomètres de plus pour éviter les stations-service Total au moment de l'Erika? Non. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Peut-être que la crise se mondialise, peut-être que les Français deviennent aussi environnementalistes, on l'a vu avec les interventions précédentes, que l'étaient les Allemands et les Anglais. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, le consommateur, ça a d'ailleurs été déjà dit ce matin, il a les moyens. Il a les moyens de son action et ça renverse la charge de la preuve et la force. Alors la question c'est, est-ce qu'il est citoyen? Je ne sais pas, mais en tout cas il est devenu despote. Il y a une étude qui a été lancée l'an dernier auprès d'un panel significatif de consommateurs français et 42% d'entre eux ont déclaré qu'ils utilisaient les réseaux sociaux pour influencer leurs prochains. Pas pour donner des opinions, non, 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 pour influencer. Je ne sais pas comment la question a été posée, mais la réponse est quand même intéressante. Alors de quoi parle-t-il? Il ne parle pas vraiment de sujets de société, il parle des produits et des services qu'ils consomment. Soit pour en dire beaucoup de bien, à 82%, mais tout aussi bien pour en dire beaucoup de mal. La télécommande, qui était considérée comme un outil de désintégration dans les années 60, vous savez, il suffisait d'appuyer le bouton pour éteindre la télévision. Aujourd'hui, cette télécommande, elle permet à n'importe quel citoyen de dire « ce restaurant était nul, j'ai attendu trop longtemps, ce magasin est impossible, n'allez plus jamais dans cet hôtel, preuve à l'appui, ne consommez plus ce produit ». Aujourd'hui, c'est eux qui ont la baguette magique. Et c'est quoi qui les fait hurler? En 2017, pour la première fois, c'est plus du tout des crises de critique qui sont nées. Ce sont des crises d'indignation. C'est-à-dire que la raison a complètement été dépassée par l'émotion. Ça veut dire quoi en termes de communication? Ça veut dire que ça ne sert plus à rien de raisonner vos consommateurs en leur disant « non, c'est pas vrai ». Ça crée une distorsion cognitive dans leur tête parce que tout sur Internet peut leur permettre d'avoir la confirmation de ce qu'ils pensent. Même s'ils pensent que les oranges ont le VIH, ils peuvent le transmettre. Oui, oui, je vous assure. C'est une des notions communément partagées sur les réseaux sociaux, des fameux hoax qu'on peut trouver en France. Il y en a plein d'autres. Donc ça signifie qu'en réalité, on est de fait, comme en permanence, au tout démarrage d'une crise, sur des questions pures d'émotionnel. Alors, c'est quoi les crises qui ont le plus marqué les Français? C'est Lactalis. C'est Volkswagen, avec le trucage des capteurs d'émissions, et United Airlines. Ce qu'elles ont de commun, selon moi, en tant qu'expert de communication de crise, ces situations, c'est que dans tous les cas, il y a eu un manque de respect du consommateur. Lactalis a été le silence. On ne vous parle pas, on vous cache des choses. Je fais des rappels de produits depuis 20 ans. Un rappel de produit, on n'est pas obligé d'être à genoux après. On n'est pas obligé de plus jamais avoir ces produits dans les rayons des pharmacies. Non. Un rappel de produit, on peut s'en sortir grandi quand on est transparent, quand on dit ce qui se passe. Le consommateur, aujourd'hui, il a grandi sur ces questions-là. Et il sait que vous pouvez avoir des problèmes. Ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'on lui mente. Volkswagen, c'est un peu la même chose. Mensonge. On n'aurait jamais cru ça. Surtout pas des Allemands. United Airlines, le consommateur a été molesté. Bon, en plus, il y a des histoires de communautés qui jouent fortement aux États-Unis, peut-être encore un peu moins chez nous. Donc en gros, il y a un lien très fort aujourd'hui entre comment un bad buzz se transforme en crise. C'est lorsque le respect du consommateur n'est pas retenu. Alors, ça, c'est juste pour vous embêter un peu. Je pense que cette statistique ne prend pas en cause qu'il y a quand même certaines crises qui sont exogènes. Mais en tout cas, dans les crises endogènes, il y a une étude qui a montré que 83% des crises provenaient de la communication et du marketing de nos jours.
les produits qu'on sort, la communication qu'on en a. Je crois qu'il y a, notamment parce que tout ce qui est communauté, ce qui est respect de la diversité, hommes-femmes, entre les nationalités, les couleurs de peau, les âges, les poids, n'est plus accepté, ou beaucoup moins. Et une publicité, alors je ne me souviens plus quelle est la marque qui dit « Chouette, j'ai piqué la carte de mon mec » ou un truc comme ça, ça n'est plus accepté aujourd'hui. Donc en fait, c'est vous et nous, les facteurs premiers des crises endogènes d'entreprise. Alors depuis ce matin, on parle beaucoup du consommateur, des citoyens. Ok, il n'est pas schizophrène. J'ai vu plein d'études, ça m'a convaincue. Maintenant, ils ne réagissent pas la même chose. Et je pense que ce n'est pas le même lobe qui travaille. Il faut, à mon sens, que les marques continuent à faire ce qu'elles font très bien, c'est-à-dire nous faire rêver, créer du désir, parce que le consommateur, il est pulsionnel. Le citoyen, c'est autre chose. C'est qu'est-ce que je peux dire de moi? Parce que les études, on a tous répondu à des études. Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on parle de qui on aimerait être ou de ce qu'on est vraiment? Bon, on fait tous du tri à la maison, c'est évident. Dans les cuisines parisiennes, c'est très pratique. On trie tout. Bien sûr, dans les études. Bon, dans la vie, c'est autre chose. Donc, lorsqu'on a dit ça, on peut se demander, maintenant, on fait quoi? On fait quoi avec ce consommateur citoyen, despote, qui veut tout plus vite, même quand on est transparent avec lui, il en veut plus? Je vais vous donner un exemple pour terminer, qui sont deux marques. En fait, la première des choses à faire, c'est d'être soi-même. Michel et Augustin, en 95, décembre 95, a été interpellé par une ONG qui s'appelle L214, qui est pour le bien-être animal. Il y a une campagne un peu forte, mais relativement ouverte, qui s'est engagée, puis ils ont lancé une pétition au mois de février. Quelques heures plus tard, Michel et Augustin a dit stop, ok, on arrête, on discute, on va mettre des œufs de poules élevés en plein air dans l'ensemble de nos produits. Ça, c'est Michel et Augustin. Nutella, ça fait 5 ans qu'on dit que l'huile de palme, les gens n'en veulent plus. Bon, alors après, c'est très drôle parce que j'ai vu un micro-trottoir. C'est dommage, j'aurais voulu vous le montrer, mais je ne l'ai pas retrouvé. J'ai dû le voir sur un reportage télé. Un micro-trottoir sur les Champs-Élysées. L'huile de palme, est-ce que vous en mangez? Si oui, sinon, pourquoi? Ah non, vraiment pas. Non, 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 je boycotte l'huile de palme. Pourquoi? C'est mauvais pour la santé. Alors non, 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 c'est mauvais pour la santé des orang-outans. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste qu'en fait, on confond tout. On sait juste qu'il y a une petite musique dans notre tête. Huile de palme plus acceptable. Bon, plus acceptable, sauf pour Nutella. Pourquoi? Mais parce que c'est bon. Parce que Nutella n'a jamais fait d'autre promesse que de nous régaler. Bon, il y a quelques années, il nous promettait aussi que c'était bon pour la santé, bon, surtout de nos enfants. Bon, et comme un grand verre de lait, tout ça. Bon. Non, maintenant, ils nous disent juste c'est bon. Ok, c'est bon, on ne nous ment pas. Michel et Augustin, on nous vend un ADN différent. Donc Michel et Augustin ne pouvaient pas se permettre, avec ce qu'ils nous vendent comme ADN. Vous savez, des petits gars, des troublions vachement sympas, qui font les choses bien, ils ne peuvent pas avoir des poules qui sont maltraitées. Mais en revanche, ils ont une démarche partenaire, et je pense que c'est là où réside la solution. C'est-à-dire qu'ils ont parlé avec l'ONG. Ils leur ont pas dit oui, oui, tout de suite. Ils ont dit ok, ok, ok. On s'arrête, on se parle, on se calme. Venez à la bananerie et on va essayer ensemble de trouver des solutions. Parce que pour les biscuits, c'est facile. Pour la mousse au chocolat, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le problème, c'est pas que c'est des poules élevées en plein air ou pas. C'est qu'en réalité, pour faire des produits industriels, vous le savez tous, on a des produits à base d'œufs. C'est pas une petite dame qui casse les œufs pour faire la mousse au chocolat. Mais ça, le consommateur le sait pas. Alors, il faut être transparent. Ils ont eu cette transparence, cette démarche partenaire, on parle ensemble, on ouvre les portes, dont vous a parlé le responsable de Fleury-Michon. Et ça marche. Mais en fait, ça dépend qui on est. Vous voyez, je vais faire une toute petite aparté dans les 30 secondes qui me restent. Décathlon. Bon, ils ont eu le problème du hijab de course. À mon avis, leur problème initial,
c'est juste un défaut d'analyse de leurs consommateurs. Est-ce que le consommateur Décathlon, il était prêt à ça? Manifestement non. Peut-être ailleurs, pas encore en France. Je ne dis pas qu'il faut, j'ai juste que manifestement, c'est factuel, le consommateur n'était pas prêt à ça. Pas de Décathlon. Et le consommateur de plus, il est très dur à aller chercher. Donc faire une erreur d'analyse marketing, c'est compliqué. Et derrière, même si leur com a été bonne, même si leur community manager est désormais considéré comme un héros des temps modernes, je pense qu'il va y avoir des conséquences. Donc, on est Michel et Augustin, il faut craquer. Bon, on veut faire autrement. On est Nutella, ok, on fait rien. Si, et ben si. 5 ans plus tard, maintenant que c'est calme, eux aussi s'engagent dans une démarche partenaire. Ils travaillent avec des universitaires pour voir comment ils peuvent faire mieux. Parce qu'en fait, encore une fois, le fait de dire « mais non, c'est pas vrai, nous on utilise de l'huile de palme, de palmeraie où il n'y a pas d'orang-outan », personne ne l'entend. Ils sont extrêmement pointus en termes de sustainability de leur approvisionnement. Est-ce qu'on l'entend? Non. L'huile de palme, c'est pas bon. Acceptabilité sociale minimale. Et quand on n'est plus acceptable, ça ne sert plus à rien de lutter. Parabènes. Aujourd'hui, on n'a toujours pas une étude qui montre que les parabènes sont pires que les conservateurs que l'on met pour remplacer les parabènes. Aucune étude ne le montre. Sauf qu'à un moment donné, le consommateur, parabènes, il ne veut plus en entendre parler. Acceptabilité, plus possible. Dioxyde de titane qui vous permet de blanchir votre brosse à dents, vos feuilles de papier, plus acceptable, il faut l'enlever. En tout cas dans les produits alimentaires, bientôt dans le dentifrice. Il y a un moment donné, c'est plus acceptable. C'est possible de sauver, par exemple, le sel d'aluminium. Unilever l'a sauvé dans les déodorants, en montrant que les vrais facteurs du cancer du sein, ce n'était pas le sel d'aluminium. C'était le soleil, la pilule, le fait d'avoir des enfants tardivement, avec des grands professeurs en médecine. Bon, sauver le sel d'aluminium, foutu le parabène. En gros, à quoi ça sert la communication? Ça sert bien sûr à faire une préférence. Quand je parle de communication, ce n'est pas produit, hein, c'est de la corporate, la RSE, l'engagement, puisque maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que le directeur de la communication est remplacé, voire supplanté, par le directeur de l'engagement, des relations avec les communautés. Ça prouve bien une chose, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, pour garder son acceptabilité sociale, pour lever les freins qui font que l'opinion va vous empêcher d'opérer de la façon dont vous opérez aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est penser long terme. Qu'est-ce que je vais sacrifier aujourd'hui pour pouvoir continuer à faire prospérer mon business demain? Ok, je vais faire de l'innovation folle sur le plastique pour que demain, mon consommateur continue à acheter mes bananes ou mes courgettes bio. Pour ça, il faut quoi? Il faut, ça a été dit aussi, être transparent, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on parle de ses contraintes. Ok, c'est quoi mes contraintes industrielles? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi est-ce que Burger King continue de mettre des trans fatty acides dans son huile? Parce que sinon, c'est pas bon. Pourquoi est-ce que Nutella continue avec l'huile de palme? Parce que sinon, on ne peut pas la mettre au réfrigérateur ou on ne peut pas la laisser dans le placard. Et puis parce qu'il n'y a pas la même texture. Parce qu'en vrai, l'huile de palme, ce n'est pas de l'huile, c'est du beurre. Plus ou moins. Donc ce qu'il faut, c'est parler de ses contraintes, parler de soi, ouvrir ses portes. Ça a été fait, ça marche. Ce qu'il faut aussi, c'est ne pas le faire tout seul. C'est-à-dire que, encore une fois, comme ça a été dit tout à l'heure, dire je suis beau, ça ne sert à rien. Il faut faire comme Michel et Augustin, on s'assoit avec ses détracteurs, on leur dit ok, aidez-moi. Je travaille avec le PSG. Le PSG a été attaqué à l'automne dernier pour ses pratiques discriminatoires. Ils n'ont même pas essayé de se défendre. Ils ont dit ok, maintenant on va faire parler ceux qui travaillent avec nous depuis longtemps. Vous le saviez, vous qui travaillez avec Herman et Bonguet, avec les associations antiracisme? Non. Moi je ne le savais pas, sauf que en fait, c'est un des clubs de foot pionniers dans la lutte contre les racismes dans les stades. Ok, donc on balaye devant sa porte, on dit il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas acceptables, on va travailler avec les meilleurs, avec ceux qui comptent, pour nous aider à nous améliorer. On n'y arrivera pas seul. Et enfin, dernier point, c'est sur la confiance. Je crois plus en la confiance. Je crois qu'aujourd'hui, on essaye désespérément de courir après. Les gens n'ont plus confiance, quoi. Ils n'ont plus confiance dans les hommes politiques, jamais plus dans les laboratoires.
commence à perdre confiance dans les experts scientifiques, encore un peu, mais bon. Je crois qu'aujourd'hui, il y a l'adhésion. Vous avez vu, hein, les consommateurs, ils sont prêts à défendre les produits qu'ils aiment. Oasis a été sauvé d'une crise parce que la communauté s'est engagée derrière. Alors c'est sûr, quand on a une marque qui parle aux 16-25 ans, c'est peut-être plus facile. Mais l'adhésion, c'est probablement une des clés pour continuer à faire son business demain. Parce qu'encore une fois, je vais le dire autrement, tout à l'heure je vous ai dit l'opinion, ça crée de la volonté politique. L'opinion d'aujourd'hui, ça va être les lois de demain. Aujourd'hui, tout le monde pense à sa réputation, les députés aussi. Ce qui n'est plus accepté par l'opinion devient interdit par la loi et réglementé et contrôlé. Et on sait tous que les entreprises, elles n'aiment pas trop que les freins soient mis par d'autres qu'elles-mêmes. Donc je pense que c'est contraint ou forcé, mais l'avenir, finalement, c'est peut-être ces marques que l'on dit activistes. Je déteste ce mot, mais bon, force est de constater. Il y a les boycotteurs et maintenant il y a les boycotteurs. Essayez d'engendrer des boycotteurs, des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui adhèrent à vos pratiques parce que vous leur en aurez parlé et parce que d'autres que vous, qui restent encore crédibles, leur en auront parlé. Et oui, on peut se remettre d'une crise, on n'est pas obligé d'être à genoux à la fin. Certains l'ont montré, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Merci beaucoup. Merci Caroline Marchetti.